Eh bien, bonsoir tout le monde, oui, et joyeux anniversaire des 10 ans à vous, à JMAG, JWeb TV, à tout le monde. Bravo, bravo pour ces 10 ans. Et merci pour la fidélité, les invitations régulières, c'est chouette, merci beaucoup. Donc moi, je suis Christophe Lapara, je suis acteur, metteur en scène, directeur d'une compagnie théâtrale qui s'appelle le Théâtre de Paille, qui est basée dans les Hauts-de-France, à Beauvais, dans l'Oise, depuis 30 ans, puisque la compagnie a eu 30 ans cette année. Et cette saison, je présente 2 spectacles au Théâtre Essaillon à Paris, dans le 4e arrondissement de Paris. D'abord Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, qui est un monologue que j'ai mis en scène et que j'interprète dans la traduction d'André Markovitch, et que je termine là. Je le joue depuis le 20 novembre. Et comme ça a bien fonctionné, on devait le terminer, non, le 10 novembre, et je devais finir le 20 janvier. Et comme ça a bien fonctionné, on a prolongé jusqu'au dimanche 8 mars, les dimanches uniquement. Avant, je jouais les lundis, mardis à 21h. Là, il y a eu 6 dates en plus, les dimanches à 20h. Et donc, il reste demain soir, le 1er mars, et dimanche prochain, le 8 mars à 20h au Théâtre Essaillon. Et donc, le Carnet du sous-sol, c'est un texte court de Dostoïevski en 2 parties. Moi, je ne travaille que sur la première partie, qui s'appelle Le sous-sol, et qui est l'histoire d'un jeune retraité de la fonction publique d'une quarantaine d'années qui a décidé lui-même de prendre sa retraite suite à un petit héritage de famille, et qui s'est retranché dans son sous-sol, qui y vit en permanence. Il n'a qu'un seul contact avec l'extérieur, c'est via sa bonne qui lui apporte à manger, des choses comme ça, qu'on ne voit jamais, hein. Moi, je suis seul au plateau, c'est un monologue. Et ce fonctionnaire, cet ancien fonctionnaire, est en délicatesse avec son époque, avec la pensée dominante de son époque. Tu parlais tout à l'heure de pensée imposée comme ça. Voilà. Donc Dostoïevski se rebelle à travers ce personnage, contre la pensée philosophique de son époque, qui était le positivisme, et qui déterminait que l'homme n'a pas de libre arbitre, qu'il ne décide de rien dans sa vie, dans son destin, que tout est écrit de manière ou d'une autre, par la nature, par les mathématiques, que tout a une logique, que lui n'a pas de liberté face à ses propres choix, qu'il ne fait véritablement aucun choix. Et le personnage des Carnets du sous-sol invente des messieurs imaginaires avec lesquels il met en place un dialogue, au cours duquel il peut, lui, exposer sa pensée et affirmer son opposition à cette suraffirmation d'un déterminisme de l'être humain. Voilà. Ça dure 1h15, je suis seul au plateau, et c'est dans un dispositif je voulais travailler vraiment sur quelque chose de très simple, très pauvre, un dénuement. Donc, il y a que quelques éléments scénographiques au plateau, sur les 4 angles du plateau. Il y a des moments où je suis un peu dos au public, justement, parce que l'idée, c'est que le public vienne voir cet homme-là, descende. Et à l'Essaillon, c'est formidable, parce qu'il faut vraiment descendre au sous-sol, aller dans cette cave au fond, voilà, rejoindre cet homme qui est. Donc, le décor même de l'espace de l'Essaillon fonctionne très, très, très bien par rapport au spectacle. D'ailleurs, c'est un peu ton lieu culte pour le spectacle qui suit juste Voilà, après. absolument. C'est la 3e saison que je le joue là-bas. Et a priori, il va y avoir une 4e saison. A priori, on est en train de voir pour que je le reprenne à la rentrée 2026. Je ne sais pas quand exactement, entre septembre et décembre. Voilà. Très certainement les jeudis, vendredis, samedis, sur au minimum 2 mois. Voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore les dates. C'est en réflexion, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est là jusqu'au 8 mars. Il y a encore 2 représentations pour cette saison, du moins. Demain et le dimanche d'après. Voilà, absolument, exactement. Oui, oui. Et donc, on peut trouver toutes les informations de réservation sur le Théâtre Essaillon, sur le site du Théâtre Essaillon, ou après, pour réserver, il y a aussi billets réducs, toutes ces choses-là, en tapant les Carnets du sous-sol au Théâtre Essaillon. Et après, donc oui, comme tu le disais, justement, j'étais en répétition cet après-midi. Là, on a répété toute la semaine. Le projet qu'on reprend, qui est un autre spectacle de la compagnie, qui est un spectacle dit tout public à partir de 6 ans, ou jeune public, comme on veut, familial. Vraiment, c'est un spectacle qui peut se voir à partir de 6 ans et jusqu'à 99 ans.
Et ça s'appelle L'Ogrelet de Suzanne Lebeau. On joue, Ah oui, je connais. voilà, on joue le spectacle à partir du 21 mars Oui. jusqu'au 3 juin. Les samedis, dimanches, essentiellement à 14h15. Et puis, il y a des dates aussi pendant les vacances scolaires, certaines fois dans la semaine. Mais pour le tout public, c'est vraiment les samedis, dimanches, 14h15, du 21 mars au 3 juin, au Théâtre Essaillon. Et L'Ogrelet, c'est une très, très belle histoire d'un récit d'émancipation, en fait, où un petit garçon de 6 ans va apprendre par sa mère. Il vit avec sa mère, seul avec sa mère, dans une forêt, enfin Oui. aux abords de la forêt, et il n'a pas son père, il vit là tout seul avec sa mère depuis toujours, et il doit aller à l'école le jour de ses 6 ans. Et sa mère va lui révéler ses origines, les origines de son père, qui se révèle être un ogre. Et donc, cet enfant est mi-ogre, mi-homme. Et donc, il y a un lien avec la couleur rouge, si ma mémoire est bonne. Absolument, c'est ça, absolument. C'est-à-dire que le rouge, qui est le sang, la couleur du désir, etc., forcément met les ogres en émoi. Et donc, sa mère a toujours fait en sorte qu'il ne voit jamais quoi que ce soit de la couleur rouge. Bien sûr qu'il ne mange pas du tout de viande, puisque Il est végétarien. Voilà, végétarien, aucun légume de couleur rouge, aucune fleur de couleur rouge, etc., etc. La pièce, l'auteur est québécoise, donc elle le cite à un moment donné, elle parle des érables qui deviennent rouges à l'automne, etc. Donc pas d'érables autour de la maison, etc. Donc, voilà. Vraiment, elle a protégé son fils pour qu'il n'ait, parce qu'à partir du moment où il va aller à l'école et qu'il va découvrir la couleur rouge, ça va faire ressortir ses pulsions. Et il va commencer à renifler le sang d'un camarade qui saigne, à être complètement fasciné par la robe rouge de la maîtresse, etc. Donc, et donc, à un moment donné, sa mère va devoir lui révéler ses origines et lui dire que son père était un ogre, qu'il est parti après avoir mangé ses sœurs, donc il ne savait pas qu'il avait des sœurs, et qu'il est parti tenter les 3 épreuves pour se défaire de ce que l'auteur a appelé l'ogreté, à savoir la pulsion des ogres, qui est le besoin de manger de la chair crue d'enfant. Voilà. Et son père n'est jamais revenu, donc on ne sait pas s'il a réussi ces 3 épreuves. Et l'ogrelet, lui, qui ne veut pas être, justement, on retourne sur une forme d'être contre tout déterminisme, qui ne veut pas, parce qu'il a des origines en partie d'ogre, être déterminé par ses pulsions qu'il ne pourrait pas contrôler, décide d'aller passer les 3 épreuves, de les tenter, pour se défaire de l'ogreté et vivre libre, sans avoir besoin de dévorer des enfants, et pouvoir se défaire de sa filiation, on va dire, négative, et vivre sa propre vie, sa propre existence, et affirmer son histoire à lui, avec un grand J, et pas avec un N qui serait le nous familial, quoi, voire le nœud familial. Voilà. Donc c'est une très très belle histoire. Je joue avec Patricia Varnet. Donc là, j'ai fait aussi la mise en scène et je joue dans le spectacle. Et voilà, on a déjà joué ce spectacle, c'est une reprise, on l'a créé en 2017, ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas joué, on l'a beaucoup tourné, on l'a joué 80 fois, plus de 80 fois. Et donc là, on le reprend pour 36 représentations au Théâtre Essaillon, à partir du 21 mars. Voilà. La présentation. Ouais. Alors justement, c'est promis, Christophe. sur la question de la liberté d'expression face aux droits de la presse, est-ce que vous avez des idées chacun? C'est une question que m'a envoyée Judith. C'est Christophe qui doit répondre en premier. Ben, ça m'évoque une nécessité absolue. Oui. D'expression et de la liberté totale, pleine et entière de la presse à s'exprimer. Parce qu'on sait que dans de nombreux pays, il n'y a pas la possibilité pour la presse de s'exprimer librement, pour une opposition. Mais c'est un peu pareil en France, hein, mais bon. Oui. Alors, il y a quand même une diversité de représentants au niveau journalistique en France qui est quand même plus large, plus grande, plus importante que. Il y a, par exemple, là, on peut être sur Internet librement. Dans certains pays, Internet est contrôlé, tout ça. Donc bon, voilà. Donc il y a quand même, on a des endroits pour se
enfin, pour s'exprimer de manière un peu plus évidente que dans d'autres pays où c'est un risque même pour la vie ou d'être emprisonné directement si, Oui. moindre faux mouvement ou ce qui est vu comme une opposition au régime ou quoi. Alors, en France, il y a plein de soucis à ce niveau-là, hein, sur la liberté de la presse et sur Oui. une véritable possibilité d'expression, voire parfois Elles sont en peut-être train d'être sur de plus en plus, malheureusement, au niveau de la liberté d'expression de la presse. Et puis Après, il y a des gens comme Mediapart qui font un travail vraiment. Après, il y a des gens comme Mediapart qui font un travail de fond, d'enquête quand même, qui arrivent à sortir des loups pour revenir aux loups, parfois. Décidément. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une nécessité absolue que la presse et que l'expression puisse être libre. Et aussi que les journalistes soient protégés, voilà, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a aussi beaucoup de journalistes qui sont tués, qui meurent dans des conflits, etc., qui couvrent et tout. Donc c'est comme l'aide humanitaire, et il ne faut pas toucher à l'aide humanitaire, quoi. Normalement, ce sont des choses qui sont... Voilà. C'est vrai qu'elle est comme exemple, avec le goulag, etc., je trouve que la Russie, etc., c'est un bon exemple. Le propos, c'est qu'on écoute le teaser du spectacle. Mon petit ogre lait, je l'ai nourri de lait, gavé de carottes et de navets, de bleuets sauvages. Jamais il n'a senti l'odeur du sang frais. Jamais il n'a tenu un os dans ses mains, pas même les petits os de poulet. Et jamais il n'a goûté à de la viande crue. Il est prêt pour l'école. La maîtresse a dit, de sa voix douce encore, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu es tellement différent des autres enfants. Différent. Les enfants de ma classe sont si petits. C'est étonnant. À peine plus haut que la patte de la table. Les enfants de 6 ans sont souvent très petits. Pourquoi moi je suis si grand, maman? Regarde mes mains. Elles sont capables de tordre le cou d'un loup. Simon léchait le sang. Il avait le regard d'un adulte fou dans son visage d'enfant sage. Tu ne sors pas aujourd'hui, Simon! Tu n'as pas le droit de m'empêcher d'aller à l'école! Simon, reviens! Simon! Je ne veux pas que tu sortes! Ce n'est pas l'odeur de la forêt qui t'appelle! C'est l'odeur du loup blessé! Ton père était le plus grand et le plus fort de tous les hommes du village. Tendre, amoureux. Et tu lui ressembles beaucoup par la taille, la force, le blé mûr des cheveux. Tu lui ressembles aussi par le goût de viande crue qui t'a fait sortir cette nuit, à peine habillée dans la forêt glacée. Dans tes veines coule mon sang et le sien. Et le sang de ton père est celui d'un ogre. L'ogre doit réussir 3 terribles épreuves et ton père est parti tenter ces épreuves. Tu vois bien qu'il va revenir, maman! Il n'est pas revenu depuis 7 ans. Je dois m'enfermer d'un lever de soleil à l'autre avec un coq blanc et de l'eau. Si au matin du 2e jour le coq chante, la première épreuve est réussie. Tu crois que mon père n'a pas réussi? C'est peut-être la 2e épreuve qu'il n'a pas réussi. Pour lutter contre le désert brutal, occupe tes mains et ton esprit. Tu as raison, le coq a chanté. J'ai réussi la première épreuve! Je dois vivre durant 7 jours dans un lieu clos avec un loup. Un loup! Avec moi, tu n'as rien à craindre. Je n'ai pas le droit de te tuer. Un loup, des fruits, des légumes et quelques couches d'eau. Si à la fin des 7 jours, le loup affamé s'enfuit dans la forêt, l'épreuve est réussie. C'est peut-être le loup qui a mangé mon père! Ou la 3e épreuve qu'il n'a pas réussi. Que tu risques la vie d'un loup, je peux le comprendre. Mais que tu prennes un enfant en otage pendant 28 jours, de 24 heures chacun, jamais. Je veux être libre. Simon, reviens tout de suite! Simon! Je veux voir les érables devenir rouges à l'automne. Je veux manger des fraises et des framboises. Regarder les enfants sauter à la corde sans avoir le cœur qui se serre. 28 petites coches dans le bois et la vie devant moi!
je vais un peu parler du spectacle dont on vient de voir quelques images. L'Ogrelet de Suzanne Lebeau, que j'ai mis en scène et que j'interprète avec Patricia Varnet à partir du 21 mars jusqu'au 3 juin au Théâtre de l'Essaillon à Paris, dans le 4e arrondissement. On joue les samedis et dimanches à 14h15 à partir du 21 mars. Un grand merci, James, pour cette nouvelle invitation. Bravo pour les 10 ans du JMAG. Longue vie au JMAG et encore au 2000, donc au double des 2152 interviews, c'est ça? Voilà, je t'en souhaite le double et plein d'invitations. 2152 interviews réalisées au jour d'aujourd'hui. Et bravo ce que je te pour, propose,